Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là et bienvenue au Jeudi du Savoir, les conférences mensuelles organisées par l'IRCP et le CREOB. Tout d'abord, je veux remercier l'IRCP et le CREOB d'avoir organisé cette conférence avec les intervenants de Nouvelle-Calédonie. Moi, je suis Elena, je travaille au comité français de l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. Et je vais vous dire quelques mots sur le contexte de cette conférence. Il s'agit d'un projet qu'on met en place depuis 2020 avec la direction de l'agriculture de la Polynésie française. La direction de l'agriculture, dans le cadre de projet Protège, donc financé par l'Union européenne. Donc la direction de l'agriculture se posait la question comment est-ce qu'on peut développer l'agriculture automotu dans les atolls en prenant en compte les contraintes qu'il y a, donc la manque d'eau et limiter au maximum tout ce qui vient de l'extérieur, donc les engrais. Et nous, donc tout a commencé par une rencontre. Donc ma collègue qui se trouve au fond de la salle, Anne, elle a rencontré Michael, qui est l'agriculteur en Nouvelle-Calédonie et qui met en place sur sa ferme depuis environ bientôt 5 ans les principes de l'agroforesterie syntropique. Donc c'est l'agriculture respectueuse de l'environnement qui permet donc de limiter la consommation d'eau et ne pas utiliser d'intrants chimiques. Nous avons donc proposé ce projet à la direction de l'agriculture et nous travaillons depuis donc, 2020 sur la mise en place de parcelles. On a une parcelle sur Fakarava et une nouvelle parcelle qui vient d'être mise en place à Rangiroa. Et Michael est venu donc en mission ici depuis 10 jours. Et donc dans ces 10 jours, nous avons pu aller dans les atolls, donc voir la parcelle, rencontrer les agriculteurs. Michael a montré l'entretien de la parcelle. Et aussi depuis lundi, donc on a fait 3 jours de formation. C'est Michael qui a fait la formation au SFPPA. Donc un grand merci au lycée agricole et au SFPPA pour l'organisation. Donc ça va, il y a un problème de son? Comme ça? Voilà, et du coup, ça a permis aussi de présenter les principes de l'agroforesterie syntropique aux agriculteurs des îles Hautes. Donc il y avait des agriculteurs de Raiatea, de Moorea et de Tahiti. Donc pendant 3 jours, ils ont fait une formation avec pas mal de sessions pratiques. Et donc aujourd'hui, c'est une conférence plutôt grand public où Michael va vous présenter les principes de l'agroforesterie syntropique. Donc je te passe la parole. Merci. Merci Elena. Alors il y a une petite erreur sur la conférence de ce soir, parce que c'est pas sur l'agriculture. En fait, c'est une conférence sur la lumière et l'énergie. Alors bon, il y a une petite confusion. Mais en tout cas, tout ça, ça a été possible grâce au concours de l'UICN, donc par Elena et Anne qui sont dans la salle. Ensuite, il y a un projet qui s'appelle Protège, qui est financé par l'Union européenne et qui permet de mettre en relation toutes les initiatives qui permettent d'économiser de l'énergie et de la lumière. Il y a la DAG qui a participé, donc ça c'était sous le biais de l'UICN en premier, qui ont participé au projet Protège. Il y a la DAG, donc c'est la direction de l'agriculture, qui ont été moteurs pour essayer d'amener ça auprès des agriculteurs de Tuamotu. Et tout ça, c'est sur l'égide finalement de l'Union européenne. Voilà, c'est important de remercier les institutions et les personnes qui rendent cela possible. Donc cela étant dit, donc, on est une association en fait, parce qu'elle n'arrête pas de dire Michael, mais déjà ici on est 2, mais nous étions 5 à être venus de Calédonie. On représente une association qui s'appelle Agir et qui veut dire agroforestier engagé pour des initiatives résilientes. Et c'est une association d'agriculteurs. Alors bon, on va recommencer par un petit cours de physique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette formule. Voilà. Donc c'est E égale MC2, c'était un mec de ma tribu. Alors il y a quelques fautes d'orthographe, m'excuserez. C'est un mec de ma tribu en fait qui avait sorti cette formule. Et c'est l'équivalence entre la masse et l'énergie. Et finalement, c'est cette idée que rien ne se crée, tout se transforme.
Et si on l'applique à la vie, en fait, la vie est une dynamique qui forme de la matière organisée et harmonieuse. Parce que c'est vrai que si on s'intéresse à la nourriture, on préfère manger une tomate que manger de la poussière. Et alors, si on continue sur le thème de l'énergie, en fait, donc tout le monde connaît ça, et ça, faut pas tomber dans le panneau. Donc ça s'appelle une feuille. Alors je vois qu'il y a peut-être des amateurs, mais donc on fait pas dans la vitamine, mais c'est une feuille. Et donc une feuille, en fait, avec mon œil d'agriculteur, les deux sont la même chose. Je considère la feuille comme un panneau solaire. Et après, bon, je ne veux pas faire de pub pour qui que ce soit. Bonsoir, allez-y, rentrez. Soyez tranquille. Bonsoir. Après, tout le monde connaît ces deux choses. Donc ici, on peut voir une batterie et à côté, de la terre. Donc déjà, du coup, quand je dirais panneau solaire, pour moi, ça voudra dire feuille et batterie, terre. Donc maintenant, si on s'intéresse au lien entre les deux, donc la vie terrestre, c'est une dynamique de déstructuration et restructuration de la matière avec un bilan énergétique positif. Et j'ai pris une définition de Wikipédia de la photosynthèse. Donc la photosynthèse, ça vient du grec phos, lumière. C'est pour ça que j'ai mis le titre de la conférence, la lumière sur la lumière. Et synthesis, ça veut dire combinaison. Donc c'est un processus bioénergétique qui permet à des organismes de synthétiser de la matière organique en utilisant l'énergie lumineuse. Et tout ça, ça combine l'eau, donc la lumière et le dioxyde de carbone. Et finalement, grâce à ce phénomène, la Terre est devenue un écosystème à énergie positive. D'accord ? Grâce aux plantes, en fait, on ne fait qu'accumuler de l'énergie, puisqu'on transforme les photons en matière organisée. Voilà. Après, alors je veux heurter personne, hein, j'ai pris une image qui tranche. Donc il y a quelque chose qui s'appelle la monoculture. Alors ça, je crois que c'est dans des plaines de l'Ouest américain. Moi, j'appelle ça agriculture conventionnelle, monoculture. C'est un système à énergie négative qui désagrège la matière en énergie instable. Et ça va utiliser l'énergie fossile. Du coup, ça, c'est le réchauffement climatique, en fait, tel que je le vois. Et maintenant, il y a des systèmes avec un bilan énergétique positif. Et c'est le même endroit, en fait. Ce qu'on voit là et là, c'est exactement cet endroit-là. Bon, cette ferme, je la connais, c'est chez moi. Et il y a une différence entre les deux, c'est 4 ans. Donc il y a 4 ans, c'était un pâturage, comme celui-ci, en Nouvelle-Calédonie, à Dumbéa. Et 4 ans après, c'est ma première parcelle. Elle fait 0,56 hectares. Et donc ça fait 5000 mètres carrés environ. Et aujourd'hui, elle produit, cette année, elle va produire plus de 20 tonnes. L'année dernière, elle a dû produire 17 tonnes de production de légumes, bananes et tubercules. La question maintenant, donc c'est un système végétal, la forêt, donc on va s'inspirer de la forêt. La forêt, c'est un système végétal qui est connu comme étant le plus efficace pour créer une production d'énergie qui peut être compatible avec l'humain. Et alors, comment on peut créer de l'énergie finalement pour l'humain ? Alors l'équation, elle est assez simple. On part du minéral. Donc là, j'ai pris en photo le basalte. Ici, vous êtes sur une île basaltique. Donc vous avez une roche-mère qui est riche. Ici, on voit un spore d'un endomycorhize, d'un gloméromycète. Ici, on voit des plantes. Et ici, on voit de la terre. Donc la combinaison des 3 premiers, ça crée du sol. Du coup, nous, on va essayer d'exploiter cette idée, de se dire que le sol, finalement, il peut se créer, pas à partir de rien, mais en tout cas, on peut augmenter la fertilité de nos sols. Et enfin, un agriculteur
Du coup, ça devient un producteur de carburant humain qui s'appelle la nourriture. Donc voilà, elle a l'air heureuse de manger des tomates. Et voilà des plats qu'on peut fabriquer à partir de ce qui pousse dans ce champ. Alors finalement, on peut se poser la question, finalement, c'est quoi l'agroforesterie syntropique? C'est ce qu'on vient vous présenter en fait ce soir. Et l'agroforesterie, c'est utiliser l'association des arbres, de la microbiologie du sol et des minéraux pour réduire au maximum l'utilisation d'engrais, de l'eau et des pesticides tout en conservant un rendement soutenable et viable au niveau économique. Ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite. C'est facile à dire, mais en fait, c'est pas facile à faire. Voilà. Alors, moi, je souhaite que la conférence soit dynamique. Du coup, si vous avez des questions pendant la conférence, n'hésitez pas à m'interrompre. Après? Ok. Alors, donc je vous montrais l'évolution de la parcelle en 4 ans. Donc ça, c'est quand on avait ripé la première parcelle. Voilà, et on retrouve le résultat 4 ans après. Et il y a des étapes intermédiaires. Alors, on ne va pas échapper aux règles et on ne va pas réinventer toute l'agriculture. C'est-à-dire que si on a un sol qui est compact, si on a un sol qui demande à être décompacté en profondeur ou en surface, de toute manière, on garde les mêmes actions que garderait une agriculture conventionnelle. Mais par contre, on va partir d'une manière un peu particulière. C'est-à-dire que là où un agriculteur conventionnel, s'il s'attaquait à un champ d'1 hectare, il viendrait travailler toute la surface. Nous, on va commencer par une plantation qu'on peut appeler assez extensive, c'est-à-dire qu'on va concentrer nos efforts sur 1/5 de la plantation, et petit à petit, on va rendre la parcelle de plus en plus productive. Donc, voilà au départ mon exploitation. On peut voir des lignes, là on en distingue 3. C'est une ligne qui fait 1 mètre de large, et j'ai ce que j'appelle une interligne qui fait 4 mètres de large. Du coup, je partais d'un pâturage, et si on veut exploiter finalement la biomasse comme énergie pour nourrir notre sol, eh bien, au départ, on va faire pousser des plantes sur une toute petite surface, et on va utiliser la biomasse qui va représenter les 4/5 de la surface pour nourrir 1/5. Et là, vous voyez des taches bleues et des taches beiges. Donc ça, c'est pour vous montrer les intrants qu'on met dans le sol. Donc les intrants, pour ceux qui ne connaissent pas l'agriculture, c'est tout ce qui ne vient pas de votre champ et que vous amenez dans le champ. D'accord ? On peut les appeler engrais, minéraux, organiques. Les semences, ça peut être des intrants, ou le paillage, que vous pouvez ramener d'ailleurs. Donc ça, la tache brune, enfin la tache grise plutôt que vous voyez, bonsoir, vous voyez là, ça s'appelle du basalte, donc c'est de la poudre de roche, et c'est mon intrant principal. J'en mets environ, ça peut choquer, 6 kg par mètre carré. D'accord ? Ça, c'est basé sur une analyse qu'on a fait à partir d'un spectro à plasma, à Nouméa, à l'IRD, et l'analyse de sol, et on a essayé de combiner les deux pour voir comment la dégradation de la roche pouvait répondre aux besoins en minéraux de la production de légumes, de fruits, de tubercules. Et la tache blanche que vous voyez là, c'est du calcium pour pouvoir combler. Nous, on a des terres en fait qu'on appelle minières qui contiennent beaucoup d'oxyde métallique. Pour mon cas, c'est du nickel et du chrome. Et je contiens une autre substance en grosse quantité qui s'appelle la magnésie, qui fait que naturellement, je n'ai pas de phosphore ni de calcium qui est présent dans mon sol. Voilà. Et juste pour rappeler aux gens qui ne connaissent pas l'agriculture, c'est que sans phosphore, ou sans calcium, ou sans potassium, par exemple, vous n'aurez pas de rendement. Et peut-être qu'on n'aurait même pas de liaison entre nos neurones. Alors ça, c'est la première étape. Donc après, je vais incorporer ça avec une machine dans ma ligne. Et ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est que j'ai pris le paillage qui était là et je l'ai mis sur la ligne, donc qui a été produit sur place. Donc en fait, je me retrouve avec une ligne toutes les 5 mètres qui a été amendée et que je vais être amené à planter. Et alors là, ça va ressembler en fait à des espèces de lignes de paille, et dedans, on va trouver
ce qu'on appelle, nous, un consortium. Donc c'est un ensemble de plantes qui ont chacune une fonction. Et on va plutôt privilégier les arbres, basé sur le fait que l'arbre produit beaucoup d'énergie. Et donc, mais tout le problème, c'est comment transformer l'énergie de cet arbre en énergie qui est compatible avec l'humain. Parce que l'arbre que je plante le plus, c'est l'eucalyptus pour mon cas. Et c'est vrai que quand j'ai essayé de servir à ma belle-mère des salades d'eucalyptus à base de feuilles, elle n'avait pas beaucoup d'appétit. Et donc, du coup, j'ai dû aller chercher plus loin et transformer cet eucalyptus en tomate, en tubercule ou en vraie salade. Mais tout ça pour vous montrer, voilà la plantation du premier jour. Et voilà la plantation qui ça doit être au bout de 2 mois et demi. C'est la même ligne, c'est juste le temps qui nous sépare. Et on peut voir que déjà au bout de 2 mois et demi, là, on ne voit plus la paille. C'est-à-dire que le sol va être complètement couvert. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche, ce qu'on peut observer là. C'est-à-dire que nous, on va chercher à avoir des lignes continues, une sorte de haie, d'où on ne peut pas distinguer les plantes. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire pas de vent à l'intérieur, pas de soleil. Et ce sont des conditions qui sont propices au développement des petits arbres. On peut l'appeler aussi ombrière, on peut le créer artificiellement, ou on peut le trouver dans le sous-bois. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrose pas. C'est-à-dire que là, vous pouvez voir 2 lignes d'arrosage. On va arroser les premières semaines, si on est en saison sèche, même pendant 1 mois et demi, pour que nos arbres prennent. Par contre, une fois qu'on a commencé à avoir de la croissance, on arrête sur ces lignes d'arbres toute irrigation. Et on va voir pourquoi. Alors là, je vous remonte à peu près l'évolution. Le jour de la plantation, 1 mois après, 6 mois après. C'est vraiment la même ligne qui a été prise en photo. Donc là, on voit l'évolution, c'est-à-dire qu'on voit les bananiers qui émergent, on va voir les tarots qui se trouvent au sud et le manioc, et nos petits arbres, ils sont toujours sous la végétation. On ne les voit toujours pas émerger, par contre, ils sont vraiment en croissance. Mais comme je vous parlais de panneaux solaires, on se rend compte qu'on a une concentration de panneaux solaires au mètre carré qui s'étale au moins sur 3 couches verticales. On va considérer ce qui est en bas comme une strate basse, au milieu, strate moyenne, et au-dessus, on va dire les strates hautes. Et vous voyez que dans une forêt naturelle, vous avez plusieurs couches de plantes. Ça veut dire qu'il y a des plantes qui peuvent emmagasiner 20-40% de lumière, d'autres 50-60%, d'autres qui ont besoin d'être en plein soleil, 100%. Mais ça veut dire une chose, c'est que si vous faites bien votre empilement de plantes, le rayon du soleil qui arrive sur la surface que vous travaillez, vous allez transformer 100% en matière, grâce à la photosynthèse. Si vous avez une plante, vous allez certainement capter pas plus de 15 à 20%. Après, on continue sur l'évolution du système. Donc là, ici, c'est toujours la même ligne. On doit être, je pense, à 5 mois. Ici, on doit être un peu plus vieux. Là, on voit qu'on a commencé à ajouter une culture de patates douces. Et vous pouvez observer que dans les 2 cas, l'herbe a été fauchée, elle est fauchée et elle est mise en paillage à la ligne d'arbre, c'est-à-dire que l'herbe de l'interligne, elle sert toujours à nourrir le système. Après, on continue la progression. Et on en arrive aux lignes d'arbres qu'on commence à tailler. Donc c'est toujours le même organisme. Seulement là, j'ai sauté quelques années. Je suis passé directement. Ici, je dois être, je pense, à 3 ans. Et là, à 2 ans et demi, 3 ans, il se passe quelque chose, c'est que nos arbres, ils sont assez grands pour être taillés. Et vous voyez comment on les taille. En fait, tous les arbres que vous voyez là, ils sont tous taillés à l'état de moignons. On leur coupe la tête. Et on va enlever presque 100% du feuillage. Et ensuite, sur un système de maraîchage comme celui-ci, cette opération, elle va se répéter tous les 6 mois. Donc on est outillé pour ça, je vais vous montrer après. Mais ça, je sais que ça avait choqué quelques défenseurs des arbres, parce qu'ils me demandaient si les arbres souffraient. Bon, je leur ai retourné s'ils mangeaient de la salade et s'ils entendaient la salade crier. Mais voilà. Et c'est un phénomène en fait qu'on peut retrouver
dans la nature qui s'appelle le cyclone, qui peut casser des arbres, des branches, etc. Et on sait que ça a un effet physiologique sur toutes les plantes qui l'entourent. Alors je continue sur la croissance. Donc là, c'est un système qui a déjà subi 2 tailles. Donc on voit que les tailles font on commence à avoir des strates émergées, une strate haute, moyenne, et on peut distinguer la strate basse. Et là, on en arrive à un point où on se dit, on a accumulé assez de matière organique et on a créé assez de biomasse pour commencer à faire du maraîchage entre les lignes d'arbres. Donc c'est vraiment une implémentation petit à petit. Et voilà 4 ans après ce que ça donne, toujours le même endroit. Là, je me suis mis peut-être 4-5 mètres après le photographe. On a du mal à me distinguer. Sauf que la végétation qui est là, ça, ce sont des ignames. Ça, c'est une herbacée que j'utilise pour faire du paillage, qui s'appelle les larmes de Job. Je ne sais pas si vous voyez, les enfants, ils font des colliers avec. J'en ai vu là sur Montréal. Et c'est encore la même ligne, avec une autre configuration, parce qu'après on fait des rotations. On distingue toujours les lignes d'arbres à gauche et à droite. Et au milieu, il y a 3 lignes de légumes. Donc là, on voit des plantations de tomates qui là vont pousser sans intrants, uniquement avec le paillage fourni par la ligne d'arbres. Et au milieu, une plantation d'haricots verts. Et je ne sais pas si vous connaissez cette plante là qui pousse là. Je la connais. C'est le ricin. Voilà. C'est une plante qui est de la famille du manioc. Elle est empoisonnée, hein, mais je l'utilise au départ comme un engrais vert. Oui, il faut savoir que 5 graines de ricin, c'est suffisant pour tuer un homme. Mais bon, voilà. Alors, voilà à peu près la progression que vous pouvez avoir sur un système, mais là, vous l'avez vu sur 4 ans. Du coup, on comprend que ces systèmes-là, au départ, quand on amène des agronomes ou des personnes qui nous visitent, en tout cas pour ma part, je suis de la province sud, les instances pour l'agriculture, ils voient des lignes de paille avec des eucalyptus et des bananiers, ils se demandent un peu ce qu'on fait. Bon, après, quand on en arrive au but, ça change tout. Et voilà, en fait, vu du haut, à quoi ressemble la première parcelle. Donc ça ressemble vraiment à une petite forêt. Et on voit la taille d'un homme à côté. D'accord ? Ça veut dire une chose, ça veut dire que maintenant, une fois que j'ai monté cet écosystème, c'est moi qui en ai la maîtrise. C'est-à-dire que tout ça, c'est un outil pour l'homme. C'est pas une forêt naturelle, c'est pas dans le but de sauvegarder des espèces endémiques, c'est un autre but, hein. Je le dément pas, mais qu'est-ce que ça va m'apporter ? Ça va me faire m'apporter que la taille de tous ces arbres me produit mon paillage, une partie de mon besoin pour agrémenter mon sol. Je n'ai plus besoin d'ajouter des minéraux, parce que j'ai des cycles qui font que mes minéraux, mon basalte que j'ai mis au départ, et j'ai fait une analyse de sol chaque année, petit à petit, il passe de la roche dans la biomasse végétale. La biomasse végétale, qui est cycle après cycle de taille, vient créer du sol par le processus d'humification. Et donc, on se retrouve avec un sol qui est très équilibré. Tellement équilibré que la dernière année, la 4e, où on a envoyé l'analyse de sol à l'IRD à Nouméa, ils m'ont demandé 3 fois l'échantillon parce qu'ils trouvaient que mon taux de phosphore était complètement anormal. J'avais un taux de phosphore 6 fois supérieur à n'importe quel champ calédonien, et dans une forme de phosphore qui n'est pas soluble. Et du coup, ils se demandaient si on n'était pas tombé sur un bout de fumier qui restait ou quoi. Ils sont venus reprendre l'échantillon et on a toujours le même résultat. Donc, on ne peut pas tout expliquer, le processus, mais en tout cas, le résultat est là. Et il y a autre chose, c'est qu'en Calédonie, on peut subir sur la côte ouest des sécheresses assez longues, qui peuvent aller de 3 mois à 6 mois. C'est des périodes avec un fort stress hydrique. Et moi, je suis sur la montagne, à 110 mètres de haut, et j'ai 2 bassins d'eau de pluie, où la somme des 2 bassins, ça fait 7000 mètres cubes, mais c'est la seule quantité d'eau que je peux utiliser pour aujourd'hui cultiver 2,5 hectares. Donc je suis très très limité en eau. Et la gestion de mon couvert forestier, selon les saisons, me permet de diminuer de 80% le besoin en eau
par rapport aux agriculteurs conventionnels qui sont à côté de chez moi, dans la vallée. Et tout simplement en jouant sur la température du sol. C'est-à-dire que l'eau, elle a une caractéristique physique, elle va toujours du chaud vers le froid. Si vous prenez une bouteille d'eau congelée, vous la sortez de votre congèle, vous la mettez sur la table, dessus vous avez de la condensation, et c'est l'eau de l'air. Et je ne sais pas si tout le monde connaît le point de rosée, mais nous, le but, c'est d'atteindre au moins le point de rosée et de maintenir en tout cas une différence de température entre l'air ambiant et notre sol. Et cette différence de température-là, elle permet à minima que l'eau avec laquelle on a arrosé ne soit pas évaporée dans l'air, et à certains moments de la journée, de créer des siphons thermodynamiques qui font que l'eau dans l'air va passer dans votre sol. Alors c'est un processus qui est un peu plus compliqué, qui dépend de certains organismes qu'on appelle les endomycorhizes, qui ont une capacité à être hygroscopique. En tout cas, on peut le suivre. Et après, je voulais bien exposer le bilan, parce que souvent on est attaqué pour notre bilan. Alors je l'ai modifié, hein, Guillaume. Je l'ai tout ramené par demi-hectare. Alors, voilà, je tiens à présenter ça parce que souvent on nous prend pour des idéalistes qui fument des vitamines sous un bananier, les gens qui font de l'agroécologie. Et je peux vous dire qu'on travaille et qu'on n'est pas des... Ben voilà, on ne vit pas sur une autre planète, on est sur la même planète. On est soumis, enfin moi je paye mes employés, je paye mes charges. Donc voilà les années de production. J'ai pris que la première parcelle, je vais vous parler après de la deuxième. Donc mes premières années, année 1, 2, 3, 4, et tout ça c'est des chiffres pour 0,5 hectare, sauf le carbone où on l'a ramené au chiffre pour 1 hectare. Donc la première année, 1,5 tonnes de production, 5 tonnes la deuxième, 12 tonnes, 17 tonnes. Donc c'est de production de nourriture vendue. Les emplois, je me compte dedans, hein. Le premier emploi c'était moi. Ensuite, la deuxième année, j'ai embauché une personne. La troisième, une autre. Une demi-personne. C'était ma femme. Et souvent, on paye très mal les femmes dans l'agriculture. Et donc, la quatrième année, j'ai embauché une autre personne. Et tout ça pour vous montrer en fait que déjà le ratio de personnel qu'on a est beaucoup plus élevé que dans une autre forme d'agriculture, parce qu'on a moins de mécanisation, plus de personnes. Voilà le chiffre d'affaires. Donc on est dans la même monnaie. Première année, 650 000 francs. Deuxième année, 2,3 millions. Troisième, 5 millions. Et quatrième, 7 millions. Alors, il y a une autre caractéristique, c'est le carbone. Donc ça, c'est une donnée qui est faite une analyse qui est faite par un labo indépendant qui s'appelle le Célestalab en France, Auréa Célestalab. C'est l'échantillon qui est pris au même endroit chaque année depuis le début de la création de la parcelle. Donc ça, c'était avant en fait qu'on travaille le sol. On avait 126 tonnes de carbone hectare. Et à la quatrième année, on est passé à 179,7 tonnes. Donc ça veut dire qu'on est sur oui. Dans le sol, c'est uniquement le carbone. En fait, on a identifié le carbone lié qui a augmenté parce que c'est celui qui correspond le plus à l'exudat racinaire. Voilà, c'est celui qui nous intéresse. Mais c'est uniquement le carbone dans le sol qui a minéralisé et qu'on appelle le carbone lié. Après, j'ai d'autres chiffres à côté. Donc c'est quand même, il faut dire ce qu'on a amené. 30 tonnes de basalte. Donc c'est pas rien. Hein. C'est mes 6 kilos par mètre carré. Mais attention, c'est le seul amendement minéral que verra ma parcelle. D'accord ? J'ai pas mis les coquilles d'œufs, mais les coquilles d'œufs, ça doit faire environ 0,7. J'ai dû ramener 3,5 tonnes de coquilles d'œufs en calcium. 4 tonnes de fumier de cochon. Voilà. En tout, en cumulé, ça fait 35 tonnes de production. Donc 57 tonnes de CO2 fixées. Et on estime la biomasse végétale, on a plutôt estimé à la baisse à 25 tonnes
toute la biomasse de mes arbres, on l'a estimée à 25 tonnes. C'est une approximation. Donc voilà la présentation sur nos pratiques. Après, j'ai une autre présentation qui est beaucoup plus technique, mais comme on est limité par le temps, voilà. Peut-être je mettrai des photos ou des vidéos au fur et à mesure des questions. Alors, ah oui. Alors, je vais quand même vous montrer quelques méthodes de travail dans ce champ. Ça, c'est après. Alors, voilà l'engin qu'on utilise, par exemple, pour passer l'herbe de l'interligne aux lignes d'arbres au tout départ. Donc c'est un motoculteur, pour ceux qui connaissent, qui fait 21 chevaux et qui me permet de faire en 1h45 1 hectare. Ça veut dire que je n'ai jamais eu de gyrobroyeur et j'en utiliserai jamais, parce que je pense que c'est une imbécilité. Il n'y a pas plus bête que le gyrobroyeur ou qu'un désherbant, parce que l'herbe est une énergie. Du coup, je ne vois pas pourquoi on ne l'utiliserait pas en fait dans nos champs. Alors là, j'ai un autre employé qui, au début, quand les lignes sont petites, il vient faire attention qu'on n'ait pas couché les arbres. Mais après qu'on ait passé, que tous les arbres aient plus de 50 cm, c'est une opération qu'on n'a pas besoin de refaire. C'est un engin qui utilise très peu d'énergie, parce que si vous considérez un tracteur, c'est peut-être entre 60 et 70% de son énergie fossile qui est utilisée pour bouger son poids et le poids de l'outil. Et là-dessus, vous êtes peut-être à 20-30% pour bouger le poids. Déjà, l'homme marche, et le reste, c'est uniquement pour la fonction pour lequel on l'utilise. Alors, j'ai plein d'autres outils que j'utilise sur ce motoculteur pour travailler le sol, des fraises verticales, une benne motorisée, des systèmes pour récupérer la paille. Voilà. Et juste pour vous dire, c'est donc il tourne à l'essence ou il peut tourner à l'éthanol, et qui m'utilise avec l'augmentation du prix de l'essence. Là, je dois être, allez, je vais dire, à 5000 francs d'essence quand il tourne 6 heures par jour, 5 jours par semaine. 5000 francs d'essence, c'est mon coût, quoi. Voilà. Alors ça, c'est le premier outil. Après, quand on en arrive aux lignes plus matures, on fonctionne avec des perches. Donc ça, c'est l'opération qu'on fait tous les 6 mois. Alors là, c'est toujours une opération qui se fait à 2 personnes. Donc ce sont avec des perches, on fait ça avec des perches électriques. Voilà, il a dû coincer sa perche. Pas grave. Mais donc j'ai une personne qui va qui va tailler les arbres. Pardon. Un petit problème. Une personne qui va couper les arbres. Une autre personne qui est derrière, qui va rationaliser la matière avec une machette. On peut aussi la broyer. Et après, je voulais vous montrer qu'on peut aussi faire on peut aussi le faire à la main, parce que ici, vous avez aussi une agriculture paysanne, d'un agriculteur qui, des fois, n'a qu'une machette et sa baramine. Mais je voulais juste montrer que si on utilise les bonnes plantes, on peut le faire aussi. Donc ben voilà, là, sur une autre plante, donc celle qui sert à faire les colliers, qui est une graminée qui s'appelle l'arme de Job. D'ailleurs, j'ai des ignames. Donc on alterne l'engrais vert avec les cultures commerciales. Pendant l'igname, c'est 9 mois en Calédonie, on va venir tailler 3 fois notre larme de Job. À chaque fois qu'on va la tailler, dans la partie qui est taillée, on va venir planter par exemple de la courgette. Donc on va pouvoir venir ajouter des cultures intermédiaires, le temps que le cycle de l'igname, qui est assez long, se termine. Donc c'est vraiment cette idée de transformer cette énergie photosynthétique en matière qui va être absorbée par le sol et qui va nous permettre de faire pousser nos légumes. Alors là, je l'ai montré en manuel, mais si je le fais avec un taille-haie, d'accord, ça va beaucoup plus vite, mais c'est qu'une question d'outils. Du coup, on découvre que dans ces méthodes-là, en fait, ce qui fait l'efficacité et le rendement, c'est comment, je ne parle pas de l'installation du champ, mais j'insiste là-dessus, ce qui fait l'efficacité et le rendement, c'est comment on va penser, tailler, faucher et poser la matière organique. Parce qu'on pourrait penser comme ça, tiens, j'ai plein de déchets verts partout à Montréal,
Tiens, mon voisin, il a coupé, je vais aller chercher, je mets dans un véhicule. Après, il faut que je conditionne la matière pour qu'on puisse bien la poser au sol, qu'elle soit en contact avec le sol, que je puisse planter dedans. Peut-être je vais la passer dans un broyeur. Après, je la repose. C'est beaucoup d'opérations. Et si on fait ça, moi j'ai eu beau tourner l'équation dans tous les sens et au départ faire ça, parce que les déchets verts sont gratuits, eh bien je n'arrivais pas à être rentable. Donc j'en suis arrivé à la conclusion qu'il vaut mieux être extensif et utiliser la matière qu'on fait pousser sur place, même si par ailleurs ça foisonne de matière. Il faudrait qu'on vous l'amène gratuitement et déjà conditionné. Et du coup, le premier champ que vous avez vu, qui fait un demi-hectare, c'est juste pour vous donner un chiffre, à peu près je compte 2 personnes à la création, et j'ai mis 3 ans pour le créer. Donc ça a pris beaucoup de temps, en rentrant des déchets verts de l'extérieur de la parcelle au départ. Et la nouvelle parcelle, où je vous ai montré qu'on ne rentre pas de matière de l'extérieur, mais où on laisse au début 4/5 en herbe, et petit à petit, on augmente la surface cultivée. 1,7 hectare, ça m'a pris 6 mois à 3 personnes. Voilà. Donc on peut gagner en productivité, on peut gagner si on organise bien le travail, la méthodologie, et surtout comment utiliser cette matière. Voilà, je pense que j'ai terminé ce que je voulais vous présenter. Et puis après, on peut faire ça on peut faire des échanges. Et toute question est la bienvenue. Bonsoir. Pas de problème. Oui, tu l'as vu ? Je pense que tu peux, parce que personne ne s'enfuit en tout cas, je pense que tu peux la présenter et qu'elle sert peut-être de support à un échange, potentiellement des questions qui viendraient. On a encore à peu près 15-20 minutes, enfin, on a un peu plus. Donc, n'hésite pas. Bon, je vais reprendre celle-là. Là. Alors, ici, là, c'est un extrait d'une BD qui a été créée. C'est un manuel, en fait, pour l'agroforesterie qui a été fait au Brésil pour les paysans qui sont analphabètes. Là, ici, on voit la photo, elle exprime les différences de strates, ce dont je vous parlais, où on peut classer les plantes selon leur strates. Et à côté, je voulais montrer sur cette photo que même sur un système qui est très jeune, en fait, on peut stratifier. Voilà. Et là, on va voir que chaque strate va prendre 20% de la lumière. Après, on a aussi une strate, il y avait la strate aérienne, et il y a aussi une strate racinaire. C'est-à-dire que quand on va structurer nos consortiums de plantes, on va penser quelle plante va arriver ou possiblement arriver jusqu'à la roche-mère ou jusqu'à l'eau, et comment est-ce qu'on peut vraiment occuper tout le sol. Et sur Fakarava, par exemple, ce qui nous importe, c'est d'avoir des plantes qui aient accès à la lentille d'eau saumâtre ou la lentille d'eau claire, et en tout cas qui puissent filtrer l'eau saumâtre et la transformer en eau douce. Donc par exemple, on connaît que le cocotier peut faire ça, mais il nous pose des problèmes. Ce que vous appelez Aoutera, c'est le badamier, c'est le Terminalia catapa, il peut le faire aussi. Après, vous en avez d'autres, c'est tous les pandanus, ils ont aussi cette capacité. Du coup, si je cherche cette strate émergente, par exemple, sur Fakarava, bien, on va aller chercher ces arbres-là. Voilà. Bon, ça, c'est encore des systèmes qui évoluent. Et là, on a une BD, en fait, c'est encore un morceau de la BD, qui vient montrer ce qu'on appelle la succession végétative. Donc vous avez pu voir tout à l'heure les photos du champ, que de la plantation à un champ plus mature, en fait, même la même ligne, elle n'a pas la même tête. Chaque année, elle change de tête, elle évolue. C'est-à-dire qu'on va la considérer comme un organisme, et du coup, un organisme, nous-mêmes, nous sommes des organismes. On sait que si on prend une photo chaque jour, on n'a pas la même tête, on n'est plus le même chaque seconde, parce qu'on vieillit. Et en fait, si on considère un système de plantes comme un organisme, voilà, on peut dire que si demain je brûle une parcelle de forêt derrière, ce qui va sortir en premier, ce sera par exemple la sensitive. Donc la plante avec des épines. Après, il y a des graminées qui vont émerger.
On se trouve à ce stade-là, que nous on appelle le placenta. Après, on va avoir des graminées un peu plus grandes, et on peut avoir l'apparition de petits buissons. Alors, je ne sais pas ce que ce serait ici. En Calédonie, j'ai ma petite idée, ce serait ce qu'on appelle le faux poivrier, là, avec les baies roses. Après, on va avoir des arbres de pionniers et de forêts secondaires qui apparaissent. Alors ici, de ce que je peux voir, vous avez le faux pistachier, là, qu'on appelle nous jamelonnier. Vous pouvez avoir le faux lilas, avec les bulles jaunes. Enfin voilà, des arbres pionniers. Et petit à petit, on va passer à ce qu'on appelle le climax, c'est-à-dire une forêt mature. Sauf qu'entre le moment où on a brûlé et là, il y a peut-être 1500 ans. Ah oui. Et c'est une forêt primaire. Et du coup, nous, agriculteurs, on n'a pas le temps. Parce que quand j'étais voir ma banque pour lui demander un prêt sur 1500 ans, il m'a dit non. Alors, par contre, c'est une caractéristique des plantes, c'est-à-dire que chaque plante qui grandit a des plus gros panneaux solaires. Et si la Terre, c'est la batterie, c'est-à-dire les micro-organismes, ils sont le miroir en quantité et en qualité de ce qu'il y a au-dessus, eh bien, tout comme un enfant, en fait, j'en ai 5 à la maison, mais je sais que la petite dernière, là, qui était avec son plat de tomates, à 3 ans, si je la mets en école de médecine, il y a des chances qu'elle redouble. Ou bien il va falloir beaucoup la soutenir. Par contre, je sais que si je la mets d'abord à la maternelle, au primaire, au collège, au lycée et après à l'université, elle va suivre son chemin normal. Et en fait, nous, on va exploiter ça, c'est-à-dire, moi qui ai une terre pauvre, je sais que le potentiel de mon sol au départ, il est que je ne peux pas faire pousser de la tomate ni de l'igname, sinon je vais attraper des nécroses à cause de mes métaux et des carences, notamment en phosphore. Et du coup, il y a quand même cette idée, je me rappelle d'un outil quand j'étais jeune qui s'appelle le compas. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Oui. Le compas, il a une pointe et là un stylo. Oui, ça te rappelle des souvenirs. Et je sais une chose, c'est que il est très très rare que la pointe soit en dehors du cercle. Enfin, moi, je l'ai jamais vu. Voilà. Mais si on pense que la pointe, c'est votre sol, et le stylo, en fait, qui va tracer le cercle, c'est le potentiel du végétal lié à ce sol-là. Si on veut aller au-dessus de ce potentiel, on va avoir des gros problèmes. Et ces problèmes-là, ça s'appelle maladie, ça peut s'appeler insectes ravageurs, ou ça peut s'appeler des problèmes économiques, parce que ça veut dire que vous devrez mettre beaucoup d'arrosage, beaucoup d'engrais et beaucoup d'efforts. Donc en fait, le premier principe pour nous, c'est de jamais dépasser le potentiel de notre sol, qui va augmenter d'année en année. D'accord ? Moi, je sais que dans mon sol, igname et tomate, ça peut venir qu'au bout de 2,5 ans. Donc avant, je vais cultiver des plantes commerciales qui demandent un sol moins évolué, un sol moins riche. Alors, ça implique aussi d'avoir des revenus au départ qui sont plus petits. Il faut accepter cette sobriété, celle dont parle Pierre Rabhi. Ça fait partie de la chose, il ne faut pas se mentir. C'est-à-dire celui qui fait ça pour toucher tout de suite des millions, vaut mieux qu'il aille dans l'hydroponie, l'élevage d'hippocampes. Mais sinon, voilà, il faut respecter le potentiel. Et c'est là où j'ai parlé avec les agriculteurs de Fakarava, où ils me disaient, oui, mais regarde mon arbre fruitier, il est nanifié, ou mes tomates, au lieu de faire 10 kilos par pied, j'ai 3 kilos, quoi. Je dis, mais ne te compare pas à Montréal, qui a une terre volcanique. Il ne faut pas se comparer, quoi. Par contre, par rapport à ton potentiel, et voir si tu es bien sur la bonne direction, une dynamique où il produit de plus en plus, finalement, c'est ça l'important. Voilà. Alors, là, je remontre. Ça va être la même chose que tout à l'heure. Alors, je vais peut-être passer ça. La préparation du sol. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est finalement, voici une ligne d'arbres telle que je les ai fait au départ. Un consortium. Donc là, il y a 3 mètres entre les 2 eucalyptus. Et toutes ces plantes-là, attention, la majorité sont plantées en graines. Il ne faut pas avoir peur. Toutes ces plantes-là, en fait, elles me permettent d'avoir des revenus, d'avoir la succession végétative, c'est-à-dire que d'abord, je vais avoir le manioc qui va pousser. Ici, le tournesol mexicain, là, c'est la fleur jaune que vous avez, vu ça le long des routes. Le ricin, qui va vite pousser. Un type d'hippomée, un type de patate douce, mais qui n'est pas une patate douce comestible,
et qui poussent vite. L'ambrevade, ce que vous appelez vous pois d'Angole. Donc ça, c'est les plantes qui vont pousser en premier. Ensuite va venir le temps des bananiers. Les eucalyptus, ils vont très très vite monter à 1 an et demi, 2 ans. Ils vont être entre 4 et 5 mètres. Après, ils vont s'étoffer. J'ai tous les arbres qui sont un peu plus lents, qui vont mettre, comme le jamelonnier, là, ce que vous appelez le faux pistachier. Lui, il va mettre 3 ans ou 4 ans avant d'arriver à maturité pour que je puisse le tailler. Donc, vous voyez qu'il y a des plantes qui vont plus ou moins vite. Mais en fait, le fait de planter tout ça, ça me fait économiser. Parce que ce qui coûte cher, c'est de préparer le sol, de pailler et de préparer tout ça à la pépinière. Mais une fois qu'on l'a planté, après, on n'a que à tailler dessus. Donc, c'est que de l'entretien. Ça, c'est un autre consortium, par exemple, pour des lignes, pour un champ de fruitiers, où j'alterne en fait une ligne d'avocat et 5 mètres plus loin, une ligne d'agrumes. Et toutes les plantes que vous voyez autour, à part les bananiers, c'est l'eau, c'est l'engrais, c'est protection du soleil pour mes arbres fruitiers. Alors c'est sûr qu'on ne fait pas rien avec rien. C'est-à-dire que ça fait beaucoup d'arbres à planter. Hein. Ma parcelle fruitière, là, 1,7 hectare, c'est environ 15 000 arbres. Préparés à la pépinière. Il ne faut pas avoir peur, parce que finalement c'est assez facile à faire. Mais c'est 6 mois de préparation pépinière et après 6 mois de plantation. Là, je voulais montrer, en fait, quand je vous parlais des outils, c'est pas chez moi, hein, c'est une ferme de mon formateur au Brésil. Là, c'est une ferme qui s'appelle Fazenda de la Toca, où ils sont arrivés au stade de production de leurs fruitiers. Et du coup, ils ont créé des outils qui leur permettent de tailler sur une plateforme. Et en dessous, il y a un broyeur, en fait, qui reçoit la matière et qui va la traiter. Après, bon, ça je vais passer, on a déjà vu. Pour reparler de l'eau. Alors pour parler de l'eau, donc on retrouve en fait nos strates, au moins 3 strates, 1, 2, 3. Et si on vient mesurer la température, on voit que la température de l'air, en fait, elle sera beaucoup plus chaude que la température du sol. Ça, c'est valable sur un sol qui a une bonne inertie, comme vous avez ici. C'est pas valable sur les toits motos, par exemple. On s'est rendu compte que la masse du sol, de toutes les mesures qu'on a pu prendre, on a la même température, parce qu'on a l'eau de la mer, par exemple, par-dessous, qui est chaude. Le corail, l'orthère, est chauffé par le soleil, et c'est d'autres mécanismes. Donc c'est pas valable de partout. Mais en tout cas, si jamais vous pouvez refroidir le sol, je sais que mon sol, qu'il fasse 35 degrés ou qu'il fasse 25 degrés, je peux mesurer la température de mon sol, elle est toujours entre 18 et 23 degrés. Donc ça veut dire que le matin, je vais avoir de la rosée, mais même en journée, j'ai des champignons donc, qui sont ce qu'on appelle hygroscopiques et qui permettent de rentrer dans des microtubes l'humidité de l'air et de l'échanger avec les plantes contre du sucre. Alors ce n'est pas un remède miracle, c'est-à-dire que j'estime que ça peut m'économiser peut-être 50-60% de l'eau, juste par ce mécanisme-là. Par contre, ça ne marche pas si on a une seule, parce qu'on pourrait se dire, tiens, on va peut-être un seul arbre, ça ne marche pas. C'est-à-dire que par exemple, là, si on voit une forêt d'eucalyptus qui vont capter 20% de la lumière du soleil, les 80% qui arrivent dessous vont chauffer le sol, et du coup ça crée un courant d'air par convection, et toute l'eau qui est évapotranspirée par les feuilles, qui sort par les feuilles de l'eucalyptus, va être évacuée par le vent. Donc c'est bien pour vous expliquer que ce qui marche, c'est un consortium de plantes, mais une plante toute seule, que ce soit un arbre endémique, que ce soit un eucalyptus comme un arbre envahissant, que ce soit le maïs ou la courgette, une plante toute seule, c'est sûr qu'on court à la catastrophe, quoi. Au niveau de l'eau, ça va être une grosse consommation d'eau. Bon. Je vais passer, bon ça c'était mes engrais. Donc je vous avais dit, moi j'utilise basalte, coquille d'œuf, si j'ai du charbon, des déchets verts, je ne l'utilise plus maintenant, d'accord, j'utilise que ce qui vient de mon champ, et du fumier. Et le fumier, pour répondre aux questions, donc le fumier, je vois que sur les 3 premières années, j'utilise du fumier sur le maraîchage qui est entre les lignes d'arbres, avec
un besoin qui est dégressif jusqu'à arriver à ne plus avoir besoin d'en rajouter. Si je fais des bonnes rotations de culture et intercaler mes cultures d'engrais verts au bon moment, j'ai plus de problème en fait de carence. Voilà, je voulais vous sensibiliser en fait sur le fait qu'on utilise des roches et non pas des engrais solubles que vous pouvez trouver, que les vendeurs d'engrais vont vous vendre. Pour tout ce qui est minéral, c'est que les engrais solubles en fait, comme le sucre ou l'eau, ben là c'est le sel. Vous mélangez du sel avec de l'eau, vous le mélangez, vous obtenez ça. Alors c'est pratique parce que les plantes elles peuvent boire votre engrais, même si c'est à libération lente. Par contre, vous mélangez de la roche, en l'occurrence là du sable, avec de l'eau, vous videz l'eau, il vous reste la roche. Donc ça veut dire que moi je peux mettre mes 6 kilos d'engrais minéral en une fois, et ensuite j'ai pas besoin d'y revenir, puisque même si j'ai des gros épisodes pluvieux qui peuvent aller jusqu'à du 40 cm par exemple d'eau dans un cyclone, je peux faire mon analyse de sol derrière, je n'ai pas de manque ni en potasse, ni en phosphore, ni en calcium. Alors que mes collègues agriculteurs, ils vont être obligés d'en remettre parce que tout est parti au lagon. Bon, là c'était pour montrer l'épandage. Alors par contre, il y a un problème, c'est qu'en fait, j'ai essayé sur ma belle-mère, c'est-à-dire que je lui ai fait un gâteau, parce que je pensais qu'elle manquait un peu de minéraux, je lui ai fait un gâteau avec mes poudres de roche. Et en fait, c'est sorti comme c'est rentré. Et elle ne l'a pas digéré. Et les plantes, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous mettez de la roche dans un pot de plante, ça va très mal pousser. Donc ça veut dire qu'il manque en fait quelque chose, un espèce d'estomac pour la roche, pour dissoudre la roche. Et cet estomac, il est assez simple à trouver, c'est la microbiologie. C'était mon introduction de tout à l'heure. Donc, quand on a fait le jardin avec les profs du CFPPA là, qui sont là, Sylvain et Guillaume, le commencement de la formation, c'était comment ramener de la microbiologie dans la parcelle. Donc moi, c'était dans la première, c'était des endomycorhizes. Bon, c'est un gros mot, mais c'est un type de champignon symbiotique. Et la deuxième chose, c'était comment cultiver des bactéries, différents types de bactéries qui vont former ce qu'on appelle un biome, c'est-à-dire un ensemble de micro-organismes qui sont liés entre eux par leur fonction, qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Mais si je mettais par exemple mes mycorhizes sans les bactéries qui vont avec, ça ne marche pas. Donc comment ça marche? C'est que les bactéries, en fait, elles ont des acides qui vont dissoudre la roche. Alors évidemment, c'est des micros, on peut imaginer c'est une microsurface qui est attaquée, mais c'est des millions de bactéries.